Voilà, couvent Saint-François, XIIIe siècle. Hein. C'est exceptionnel, Jean-Marie. Ils avaient privilégié les bords de mer. Il y a certainement un objectif de visibilité, de communication. Ils sont tout près de l'ancienne route qui amène au village. Et son état si délabré, depuis quand? Oh, ça remonte quand même ça a tenu jusqu'à peu près le 19e siècle. Mais il reste une âme. Oh bah, il reste plus que ça, je trouve. Hein. Moi, je suis Et amoureuse des ruines, tu sais. Ma façon d'exercer mon métier aujourd'hui, mon métier d'architecte, c'est de revenir sans cesse honorer cette île. Et j'interviens dans des sites extrêmement sensibles, que ce soit des sites patrimoniaux ou des sites totalement naturels. Moi, j'ai une façon très particulière d'exercer mon métier. Alors, je le fais sans jamais rien théoriser. Je le fais de façon totalement intuitive, de façon, je dirais même amoureuse. Je considère que les architectes ou les urbanistes, nous ne sommes que des passeurs et qu'on a besoin de toutes les disciplines qui peuvent construire la ville, la vie, pour construire un projet. Je te devance. On va regarder à droite la chapelle qui est l'exacte reproduction d'une chapelle qui est plus exactement dans l'église Sainte-Julie, il y a l'exacte reproduction de cette chapelle qui était dédiée à Saint-Antoine de Padoue, qui est là-haut. Saint-Antoine de Padoue, culte qui a été introduit en Corse par les franciscains, qui étaient lui-même franciscains. Et là-haut, tu as les conformités des franciscains. Tu vois la croix avec le bras de Saint-François et le bras de Jésus. Moi, je vois la beauté absolue de découvrir ce qui se cache derrière ces enduits, en fait. Et de voir l'ardoise, la terre cuite se révéler. Alors, comme tu le vois, il y a plusieurs époques. On part du XIIIe siècle quand même. Hein. Donc ça, c'est plus récent, parce que évidemment, cet édifice a été agrandi en plusieurs étapes. La partie la plus ancienne est au fond, on va aller la voir. Et ici, on a la partie la plus ancienne qui remonte donc à l'ermitage des Bénédictins. Et ici, il n'y a plus le maître-autel. Le maître-autel, il est aujourd'hui dans l'église Sainte-Julie, avec les conformités franciscaines. Et tu sais à quel moment ce transfert a eu lieu? Après que les moines aient quitté les lieux, donc après la Révolution française, on n'a pas pu tout sauver. Mais ça a été sauvé. Il y a des particuliers au village qui ont conservé les statues pendant un certain temps, les statues qui étaient ici, qui après les ont déposées dans l'église Sainte-Julie. Ces bâtiments sur lesquels on intervient, et encore plus en Corse, ces bâtiments, ils appartiennent à la population. Donc il est intéressant de se dire qu'ils doivent rester des lieux de partage et à l'intérieur desquels doit durer cette dimension sacrée. J'ai sollicité une architecte pour ce projet qui est très connue, qui s'appelle Amélia Tavel, parce que j'ai eu le sentiment qu'elle avait la sensibilité nécessaire pour travailler sur ce couvent tout en le respectant et en y apportant une touche que je qualifierais de minimaliste. Alors aujourd'hui, on aimerait bien pouvoir justement lui redonner, sans chercher le faste, sans forcément le restaurer, chercher à le restaurer tel qu'il était, du moins stopper sa dégradation et redonner la possibilité d'y recréer des activités qui regroupent les hommes, qui rassemblent. Et puis, il y a un autre aspect, qui est la construction, pour nous, d'un tourisme plus acceptable. La surfréquentation du village de Nantes nous pousse à chercher des lieux dits secondaires, des lieux qui permettront d'avoir une certaine gestion des flux et d'empêcher la concentration extrême de tous au même endroit, au même moment. Les difficultés quand on intervient sur ce genre d'édifice, dans un tel état de délabrement, elles sont évidentes.
moi je l'ai déjà vécu, notamment sur le couvent Saint-François. Et le seul garde-fou, c'est d'avoir un geste de soin avec une douceur immense. Vous savez, sur des ruines aussi anciennes, la nature joue un rôle structurel. Et chaque arbre, arbuste, chaque élément rampant sur la façade de ces édifices devient structurel. Éléonora, dis-moi. Journée importante, on va commencer à travailler donc, sur ce nouveau projet exceptionnel du couvent de Nons, dont je t'ai déjà parlé. J'aimerais qu'on retrouve un petit peu le mode opératoire qu'on a eu sur le couvent de Talanne, de Saint-François de Sainte-Lucie de Talanne. Le géomètre vient de nous envoyer des captures, une modélisation 3D de l'état des lieux. Tu vois l'état de ruine dans lequel est ce bâtiment qui est d'une beauté folle. On le distingue un petit peu sur ce modèle 3D qui est une reconstitution de l'état ruiniforme actuel du couvent. On voit la présence de nombreuses chambres mortuaires, ce qui complique un petit peu la chose sur le fait de créer une espèce de parapluie qui va venir protéger et les façades et surtout je dirais l'acrotère de toutes ces façades pour éviter que des pénétrations d'eau viennent davantage endommager l'édifice. Il faut à la fois qu'on ait cette couverture qui vienne protéger l'édifice et à la fois cette structure que l'on va créer soit complètement autonome et ne repose certainement pas sur les façades de la ruine, qu'on viendra réhabiliter dans un second temps, comme le souhaite le maire de Nons, et avec la possibilité de phaser ce chantier de façon à avoir les fonds suffisants pour déclencher ces différents travaux. Je suis particulièrement attachée, indépendamment de sa fonction originelle de lieu cultuel, à la dimension sacrée qu'avait donnée une artiste des années 50, Léonore Figne, une artiste assez, controversée, qui venait y passer tous ses étés avec ses chats et ses amants. Je dirais qu'il a prolongé la dimension sacrée de ce lieu, mais dans une sphère artistique cette fois-ci. J'aimerais bien qu'on trouve des gens qui ont rencontré cette femme et qu'on nous raconte un peu cette histoire. Léonore Figne était une artiste d'origine italienne, d'origine de Trieste. C'est quelqu'un qui a fait partie de la veine surréaliste sans lui appartenir totalement. Donc elle a créé véritablement son propre univers onirique. C'est quelqu'un qui va ensuite connaître une renommée internationale. Elle exposera notamment à New York, sur le continent bien entendu, en France, en Angleterre, en Italie. Et puis, avec son compagnon, donc Stanislao Lepri, il décide de remonter par bateau la côte vers le nord pour y découvrir le Cap Corse. Et là, dans le golfe de Saint-Florent, en bateau, elle s'approche et elle aperçoit ce couvent, ce monastère. Et là, c'est le coup de foudre. On est dans les années 50, c'est le coup de foudre pour le couvent franciscain de Nons et tout et tout son environnement. Elle ne manque jamais de célébrer son anniversaire qui est le 30 août avec tous ses amis. Elle fait vraiment une grande fête costumée avec des thématiques différentes chaque année. Et elle peut y accueillir comme ça, tous les étés, tout son flot d'amis, puisqu'elle a toutes sortes d'amis, dont Federico Fellini, Marx Ernst, qui vient très souvent avec sa femme. Et l'église conventuelle sert de terrain de jeu, faut le dire quand même. C'était pas tout à fait apprécié non plus par toute la population à l'époque. Ici, chaque année, nous faisons l'été une fête. C'est comme l'adieu de l'été. Nous fabriquons alors des costumes, des accessoires. Plus ou moins, nous savons comment ils vont être. Mais les soirs, dans une lumière différente, éclairée par des bougies, dans ces grands couloirs, dans ces cloîtres, tout prend une autre atmosphère. Ça devient extraordinaire. On est émerveillés.
J'aime le fait qu'on précipite son état de ruine et qu'on vienne marquer ensuite, même si les deux s'embrassent à la fin, une intervention contemporaine, entre guillemets, qui se lise, même si elle va être assez classique dans la façon qu'on va avoir de la construire. Et je trouverais extrêmement poétique de se dire qu'on a une charpente, tout en châtaignier, tenon mortaise en bois, tout est en bois, qui viennent enjamber le bâtiment, presque, enfin, toutes ces chambres mortuaires, pour ne toucher à rien, simplement protéger le bâtiment, une couverture en lauze. Alors, on a commencé à faire toute une série de simulations pour qu'on comprenne les différentes étapes de la partie que l'on vient intégrer dans ce bâtiment, dont on lirait toujours les ruines. D'accord. On a donc une structure autoportante là. Absolument. Je crois que là on y est. On respecte le lieu. Et maintenant il faut qu'on continue dans cette voie.